Hello tout le monde, petite vidéo un peu de retard, évidemment je n'ai qu'une semaine, ça va, habituellement j'ai un peu plus de temps que ça. Cette vidéo on va traiter justement vos questions. Je vous avais demandé dans ma vidéo précédente de me poser un maximum de questions, j'en ai eu aussi en MP, que ce soit sur Discord, YouTube ou même Instagram, on y répond maintenant. Je ne fais pas de rappel, évidemment vous pouvez aller checker mes anciennes vidéos pour voir un petit peu mon parcours, que ce soit mes opérations ou même au niveau des hormones. Première question. Donc première question, c'est y a-t-il un suivi après ton opération? Donc oui, il y a bel et bien un suivi après mon opération, et quand tu parles d'opération, je suppose que tu me parles d'opération de la vaginoplastie. Donc oui, il y a bel et bien un suivi. Donc j'ai été suivi donc par l'équipe tous les 15 jours au niveau des infirmières, et j'ai eu un rendez-vous 2 mois après mon opération. Là maintenant, j'ai un rendez-vous donc en septembre, à peu près 4 mois après l'opération. L'équipe infirmière évidemment reste disponible et opérationnelle pour tout questionnement, et même s'il faut replacer un rendez-vous, on replace un rendez-vous sans souci. Donc il y a bel et bien un suivi pour toutes les opérations, moi dans le cadre de mon parcours. Autre question, est-ce que le laser est obligatoire? Donc, le laser en soi, au niveau de la partie génitale, avant opération, n'est pas forcément obligatoire, mais vivement conseillé. Je sais que c'est une étape et je sais que c'est plutôt compliqué à gérer parce que c'est extrêmement douloureux. Mais par rapport à ce que a pu me dire justement le chirurgien, c'était pour des questions de confort et en même temps d'hygiène. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il va recréer la cavité vaginale, concrètement, il y a la possibilité qu'il y ait la pousse de poils, même à l'intérieur de la cavité. Ce qui fait que ça peut garder une certaine odeur, et qui est pas forcément très agréable, et ça peut garder quelques saletés. Même si on lave la cavité dans les premiers temps, etc., ça, évidemment, il y a des petits trucs qui peuvent rester collés au poil. Donc, il est fortement conseillé de le faire. Je peux comprendre que vous ne le fassiez pas. Moi, j'ai fait quand même 3 séances en amont. J'ai jamais mis de crème anesthésiante, même pour mon visage. Mais là, croyez-moi, j'en ai mis, et même en mettant, ça a été relativement douloureux. Après, par contre, évidemment, si vous y alliez, moi, je vous donne un petit conseil. Allez-y à fond. Vous dites, on y va, on n'attend pas, on se mord les lèvres, mais on y va. Comme ça dure 10 minutes et non pas 30 minutes à souffrir de temps en temps par-ci par-là. Je pense que, pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc, si je vous donnerais un conseil, c'est on mord sa chic, on y va 10 bonnes minutes et après on n'en parle plus. Ça, 3 fois, c'est largement suffisant, même 2 fois, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Ensuite, j'ai eu donc cette question. Faut-il toujours une attestation pour commencer son parcours? Donc l'attestation psy n'est plus obligatoire depuis, il me semble, l'année dernière ou l'année encore d'avant. Cependant, moi je vais insister un peu là-dessus. Que l'attestation soit obligatoire ou pas, pour moi c'est pas un sujet puisqu'elle ne l'est plus légalement. Donc pas besoin. Cependant, évidemment, dans un parcours de transition, on a beau savoir qui on est, comment notre corps change et comment aussi on réagit avec les autres et dans la société, ça influe et ça diverge. Je vous conseille pas forcément un suivi psychiatrique, mais je vous conseille tout au moins un suivi psychologique. Quelqu'un avec qui vous pourrez parler de tous ces changements, parce que vous allez avoir aussi le changement du regard de l'autre, des hommes et des femmes, du coup, qui vont vous voir différemment et réagir aussi de manière différente avec vous. Ce qui fait que, évidemment, ça, soit vous allez savoir le contrôler instantanément, ou soit vous allez avoir un peu de mal. Mais quoi qu'il en soit, je vous conseillerais toujours un suivi psychiatre, psychologue, psychanalyste, bref, peu importe, moi je suis pas une pro de la psy, mais ayez toujours un professionnel pour vous accompagner, même votre médecin généraliste, peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier et discuter de tous ces changements. D'ailleurs, même pour faire les opérations à l'heure actuelle, l'attestation n'est plus obligatoire. Mais je sais qu'il y a encore des chirurgiens qui la demandent. Donc c'est là où je me dis c'est compliqué. Normalement, légalement, ils n'ont plus le droit parce que ça a été dépsychiatrisé. Sauf que certains médecins restent sur leurs convictions. Et je vais pas commencer à critiquer, oui, non, pourquoi, ou non, moi, j'ai rien à critiquer. Il y en a qui la demandent encore, même si ça a été dépsychiatrisé. Donc voilà, à vous de voir selon vous, vos besoins et quel chirurgien vous voulez aller voir. Si vraiment c'est ce chirurgien qui demande l'attestation de psy, malheureusement,
il va vous bloquer le passage, donc soit allez voir un autre chirurgien, ou soit ayez l'attestation psy, ou rapprochez-vous des associations qui peuvent vous aider et vous accompagner, évidemment. Cette question-là, je l'ai eue une paire de fois. Est-ce que j'ai déjà eu des rapports sexuels? Alors, pour l'instant, la réponse est non. Non, parce que je pense pas encore à ça, je suis pas encore là-dedans, j'ai pas encore tout n'est pas encore tout à fait soigné malgré tout. J'ai toujours cette petite cicatrice au niveau de la fourchette que je précise dans la vidéo précédente. Donc j'y pense pas encore. Cependant, je vais pas, comme je disais, épiloguer sur le sujet, sur, mes rapports sexuels et ma vie intime. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la sensibilité, il y en a. Du plaisir, il y en a. Puisque évidemment, j'explore un petit peu, on va pas se mentir, et c'est sensible. Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc si il y a déjà une sensibilité avec moi, forcément, il y aura de la sensibilité avec des hommes, des femmes. Pourquoi je suis aussi gênée alors que pourtant ça va, c'est juste du sexe, hein. Donc, avec des hommes, voilà. Mais ça n'empêche que vous pouvez prendre du plaisir avec n'importe qui, on s'en fout. Voilà, bref. Ensuite, j'ai eu cette question-là. Comment as-tu eu toutes ces informations? Donc, les informations, déjà, moi, j'ai tout été chercher sur Internet. Par le biais, évidemment, de différents témoignages, mais pas que, aussi des sources, on va dire, écrites. Donc, vous avez notamment BDD Trans, qui est un répertoire des différents chirurgiens de France et autres, peu importe, que vous pouvez essayer de trouver et chercher. Et aussi, vous avez donc le Wikitrans, qui lui répertorie un petit peu les grandes lignes directrices de ce qu'est la transidentité, ce qu'est être transgenre, comment faire un parcours, etc., etc. Et moi, la chose qui a commencé, j'ai débuté comme ça a été avec mon médecin traitant. C'est lui, on a commencé le parcours avec lui, et c'est lui qui m'a guidé, orienté. On a fait ensemble comme j'étais sa première patiente. Ensuite, on m'a demandé donc comment débuter sa transition. Alors, le problème, c'est que comment débuter sa transition, il n'y a pas de parcours classique. Il n'y a pas un seul chemin qui permet de débuter sa transition. Moi, je sais que c'est passé par mon médecin traitant. Quoi qu'il en soit, je n'avais aucune structure ni professionnelle de cette spécialité qui pouvait m'accompagner. Donc, je suis passée évidemment par mon médecin traitant et grâce aussi à certaines associations, notamment comme je disais le Wikitrans, qui transmettaient des informations du traitement hormonal, etc., sans donner forcément de posologie. Attention, ils expliquaient ce qu'était qu'un traitement hormonal féminisant. Et en cours de parcours, j'ai dû me changer de médecin traitant qui, par contre, elle préférait avoir donc des spécialistes autour de moi, c'est-à-dire endocrinologue et en même temps le chirurgien donc à Lille et l'équipe de Lille. Ce que je comprenais aussi, elle se sentait pas parce que pareil, elle n'avait pas eu de patiente transgenre, j'étais sa première aussi, et elle voulait pas faire d'erreur dans mon parcours, tout en sachant que j'habite un village, je vous le rappelle, et que du coup dans le village tout le monde se connaît, même le médecin, j'ai envie de dire, on le connaît très très bien. Donc ce qui fait que évidemment, elle me conseillait, elle me disait, Ambre, tu sais, je veux pas non plus t'amener n'importe où et n'importe comment, on va aller chercher des spécialistes pour t'accompagner au mieux. Donc voilà comment moi ça a débuté et comment j'ai commencé. Ensuite, j'ai eu comme question comment avoir un meilleur passing, notamment comment cacher sa barbe. Alors, comment vous dire que avant, j'avais une barbe relativement fournie. Évidemment, je me rasais au maximum que je pouvais, tout en sachant que c'était pas possible pour moi de me raser très souvent, au vu des feux de barbe que j'avais. J'ai une peau extrêmement sensible et j'avais une peau fournie, très noire, très intense, très drue, et en même temps qui faisait vraiment comme ça. Donc autant vous dire que c'était très carré, très prononcé. Je rasais au maximum, évidemment, pour cacher ce feu de barbe que je rasais tous les jours, et j'avais beau essayer d'apaiser, ça ne s'apaisait pas, donc j'avais des plaques et des plaques et des plaques et des plaques, jusqu'à en avoir des boules de, des espèces de cloques, avec un peu de pu, évidemment, à l'intérieur. Donc j'ai dû cacher tout ça pour dire d'avoir un meilleur passing. Donc au début, c'est compliqué d'avoir un meilleur passing, mais il faut y passer le temps qu'on fasse les séances de laser. On m'avait conseillé je sais plus, c'était un espèce de fond de teint spécialisé de base pour le drag, sauf que je me sentais pas d'utiliser ce produit-là. Psychologiquement, c'était pas possible pour moi. Je voulais utiliser un produit vendu classiquement et parce que en plus de ça, il était extrêmement difficile à obtenir.
Donc du coup, moi mon meilleur, outil, mon meilleur, ami à cette période-là, j'en ai toujours, je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est le full cover de chez, Make-up Forever. D'ailleurs, c'est un vieux on voit encore le vieux tube, hein, je sais pas si vous allez bien voir, touc 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 touc, non, enfin bref. Donc c'est, celui-ci de chez Make-up Forever qui vous fait une couvrance quand même assez importante, hein. Depuis que je l'ai en même temps, il doit plus être très bon, quoique oh si, toujours. Que je mettais en couche épaisse et attendez, hein, je vais vous montrer en même temps. Ça vous bouche les pores, hein. Autant vous dire que j'ai mis une toute petite crotte, regardez la différence. Là, il y a plus de pores, mais ceci dit, à la caméra, vous voyez pas bien. Ah si, peut-être là un peu plus. Et là, par contre, donc ça a carrément même changé ma teinte. C'est une couvrance ultime. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'en ai plein de voix encore. Ça a été mon meilleur outil, qui faisait pas trop pâté, qui faisait pas trop non plus marbre quand je sortais. Mais c'est vrai que je me maquillais énormément, ce qui fait qu'on le voyait même encore plus. Donc, le temps de faire vos premières séances, je comprends que vous cherchez un ami qui puisse cacher ça comme il faut. Donc, du coup, vraiment, partez sur le Make-up Forever. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. J'en ai essayé et j'ai jamais trouvé mieux que ça pour dire de bien couvrir. Par contre, au bout d'un moment, c'est vrai que ce qui s'est passé chez moi, c'est que j'ai continué. J'avais toujours l'impression que ça se voyait, même au bout de 8 séances donc de laser, et je me maquillais toujours autant. Ce qui fait que ben, je faisais un contre-passing alors que j'avais déjà ce passing. Donc il faut bien équilibrer tout le long de votre parcours, et je sais que le regard des autres, on s'en fout, mais on va pas se mentir tout à fait. Le regard des autres, c'est l'image qu'on essaye de renvoyer. Donc il y a un espèce de lien entre les deux, il faut pas se mentir non plus, mais n'hésitez pas à demander à des personnes de confiance. Quand je vous dis personne de confiance, je vous dis pas quelqu'un qui va vous dire mais non, t'inquiète, tout va bien. Non, c'est quelqu'un qui vous dira t'inquiète, tout va bien si tout va bien. Mais en même temps, vous savez très bien qu'elle va vous dire tu te calmes, fais attention à ceci, cela, si vraiment ça ne va pas. Moi, je sais que, enfin, c'est ma mère et ma sœur qui m'a dit là, ça sert plus à rien d'en mettre autant. Vraiment, ça ne sert plus à rien. Par rapport à nous, ça ne sert plus à rien parce que ça fait trop, ça fait too much. On passe à la question suivante de qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta transition? Et là, je sais pas quoi répondre directement. Parce que dur, déjà dans quel sens? Psychologiquement, physiquement, etc., etc., je sais pas trop. Si je pars déjà sur l'aspect physique, le plus douloureux, le plus dur à avoir je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Le problème, c'est que j'en sais rien puisque malgré tout, tout s'est très bien passé. Tout s'est très très bien passé. J'ai pas eu de grosses difficultés, j'ai jamais vécu de transphobie, j'ai jamais vécu ce genre de choses. Sauf là maintenant un peu plus sur les réseaux, mais et encore, j'ai envie de dire, YouTube fait très bien son taf en bloquant les commentaires négatifs, mais moi je vais les chercher parce que j'aime bien leur répondre. Du coup, ce qui va être pas forcément plus dur, mais plus long. Je vais dire du coup ce qui a été le plus long à essayer de surmonter, de surpasser. C'était pas lié directement à moi, mais aussi aux autres. C'est le fait de s'habituer à ce nouveau prénom, que ce soit de la part des autres et même de moi-même. Euh, donc il faut savoir que je m'appelle Ambre, et le changement de ce prénom, ça a été une étape un peu plus compliquée et difficile à vivre. Évidemment, on m'appelait toujours, enfin, au boulot en tout cas, je travaillais avec des enfants et des parents. J'étais conseillère en parentalité, ce qui fait que ça a été un peu difficile à vivre ce changement, donc pas de la part des familles, c'est ça qui est oufissime. Les familles étaient absolument adorables, parce qu'ils ont compris, ils ont saisi, et ils m'ont pas enlevé mon manque de... ils se sont pas dit, ah bah tiens, ça manque de professionnalisme, ou elle est moins professionnelle parce que... Pas du tout. Euh, mais eux, ça a été mes collègues qui ont eu du mal. Ma famille, évidemment, ou notamment avec ma maman, des fois elle se trompait. C'est là où moi j'ai fait preuve d'énormément de tolérance en disant c'est normal, c'est vraiment normal. Et même moi, malgré tout, parce qu'une fois je me souviens d'une collègue, notamment une apprentie que j'avais, qui me disait oui, mais en même temps, Ambre, on dit Ambre, 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 mais t'entends rien.
Tu pas concentré. Mais oui, parce que ce changement de prénom, heu, bah, moi aussi, il fallait que je le mette dans mes habitudes. Moi, j'étais hyper heureuse de changer de prénom, c'était pas le problème. Mais malgré tout, c'était pas dans cette habitude que je m'appelle comme ça. Ce qui fait que c'est pareil, de mon côté, j'ai dû déconstruire des choses pour me reconstruire. Ça arrive encore, hem, de temps en temps à certaines personnes de mégenrer, mais ça se voit que c'est pas fait de manière consciente. Ils se reprennent tout de suite, instantané, ça arrive. J'ai cette question et maintenant, est-ce que tu te sens femme? Alors, je me sentais femme déjà avant. Juste maintenant, depuis ma vaginoplastie, je me sens complète. Je me sens femme à part entière. Disons qu'avant, je me suis toujours sentie femme, mais avec un syndrome de l'imposteur. Un peu ce lien. Heu, alors je sais que, la communauté, au sein de la communauté, il y a ce grand débat, j'ai vu notamment sur TikTok avec, différentes, tiktokeuses, transgenres qui s'en prennent plein la tronche de la part de la communauté et elles répondent en même temps à la communauté. Moi, je fais pas partie de tout ça, je m'en fous. Je vous donne juste mon avis. C'est pas parce que pour autant, moi, j'ai eu ce besoin-là qu'on n'est pas transgenre si on ne va pas jusqu'à l'opération. Attention. Moi, de mon côté, j'ai eu ce besoin pour me sentir tout à fait complète, tout à fait, moi, femme, dans la société, donc c'est pas que je me sens femme maintenant, c'est que je me sens complète. Voilà, on va dire c'est plus le terme. Vous avez été aussi très nombreuses à me demander comment j'ai féminisé ma voix. Je n'ai pas féminisé ma voix de manière, on va dire, professionnelle ou travaillée. Ça s'est fait naturellement. De base, j'avais pas une voix hyper grave. J'ai été dans le grave un peu plus, parce que j'ai eu un conjoint un peu toxique qui me disait qu'il sortait pas avec une femme et donc j'ai essayé de partir dans les graves et ensuite j'ai récupéré ma voix naturelle. La voix naturelle, c'est celle-ci. Alors c'est pas non plus la voix la plus féminine du monde, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus la voix la plus masculine du monde non plus. Mais je sais que par contre les voix se travaillent. J'avais été voir malgré tout une orthophoniste, j'ai eu que 2 rendez-vous, mais je voyais tout de suite pas l'utilité. Parce qu'il y a certaines sonorités dans ma voix et que je n'apprécie pas, enfin et puis on est très, très peu nombreuses à apprécier sa voix. Mais je me dis: «Quoi qu'il en soit, au téléphone, on me dit madame naturellement, on me dit pas monsieur, donc c'est OK». Pour moi, ça a été mon indicateur, à moi, mais c'est pas pour autant qu'on a une voix grave, qu'on est forcément un homme. J'ai connu aussi des femmes cis avec des voix graves où ça faisait une voix d'homme et du coup, ben, on les mégenrait au téléphone, sauf qu'en plus, c'était des femmes cis. Donc ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Malgré tout, je peux comprendre qu'on soit complexé et qu'on fasse même de la dysphorie par rapport à ça, parce que, bah, moi-même, j'ai pu en faire. Mais j'ai pas travaillé. Mais allez voir une orthophoniste ou un orthophoniste, il y en a des spécialisés, qui peuvent justement vous aider à améliorer, à féminiser votre voix. Je peux pas vous conseiller d'orthophoniste précis parce que j'ai jamais été à en voir un, hormis celle que j'ai été voir à côté de chez moi, mais je me suis pas renseignée plus que de mesure parce qu'à la fin, je ne faisais plus de dysphorie par rapport à ça. Ensuite, on m'a demandé: «Tu as d'autres youtubeuses qui ont fait une transition à nous conseiller?» Alors, comment vous dire que moi j'ai basé, tout, mon modèle de création de contenu sur le même contenu, la même forme en tout cas que Liana. Liana qui était pour moi une référence en termes de, transmission et d'information sur la transidentité. Ceci dit, elle n'a pas la même vision ni le même vécu que moi et c'est pour ça que je me suis permise de, faire mon propre contenu parce qu'elle ne représente pas forcément tout ce que je suis moi en tant que femme transgenre. Il y a aussi Laura Badler. Laura Badler que j'ai beaucoup suivie au tout début de son parcours, qui a aussi une vision de la chose différente de la nôtre, que ce soit Liana ou moi, qui est pas, on va dire contradictoire par rapport à nous. C'est juste une autre façon, de voir et de vivre les choses et je tenais aussi à la mettre en avant parce qu'elle n'a pas de dysphorie génitale et c'est hyper important que quand tu n'as pas de dysphorie génitale, te dire: «Bah, tu en as pas besoin». C'est pas une obligation et c'est ce que j'aime bien dans son contenu et elle fait ça de manière, méthodique et posée. Alors c'est un contenu qui est assez vieillissant, on va dire maintenant, parce qu'elle ne ressemble plus et elle ne vit plus de cette manière-là, mais c'est aussi, une autre manière malgré tout de voir la chose. Je vous conseille d'ailleurs toutes les 2 à aller les voir parce qu'elles font aussi du contenu, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur TikTok. C'est des personnes
qui sont bienveillantes, mais qui ont de la répartie quand il s'agit d'en avoir. C'est, des personnes que j'apprécie, en tout cas en termes de visuel, je les connais pas personnellement, mais en termes de ce qu'elles représentent et ce qu'elles dégagent, c'est des personnes que j'apprécie. Si vous voulez voir un autre contenu aussi, mais qui est peut-être un peu plus dans l'humour, je vous conseille Lintou. Lintou qui est la meilleure des morues du monde, la meilleure pet fouf, que j'apprécie, qui me fait rire, mais mourir de rire par son humour noir. Moi, je viens du Nord, je suis très bof. J'aime surtout l'humour noir et elle ne se cache pas aussi de dire ce qu'elle a à dire. Et moi, elle me fait extrêmement rire. Je ne sais plus si elle a une vidéo YouTube. Elle a faisait des vidéos YouTube, mais j'ai pas réussi à retrouver sa chaîne. Faudrait que je lui envoie un message, peut-être qu'elle m'indiquerait. Mais en tout cas, je vous mettrai le lien de toutes leurs bio, leur description, leur TikTok, leur Twitch. Et une que j'ai beaucoup regardée au tout début de ma transition, donc ça remonte quand même il y a maintenant 5-6 ans. Euh, c'est Gabrielle Marion, donc cette fois-ci qui est de l'autre côté de l'océan, hein, et qui, elle, a fait une transition au Canada. Donc, qui vit aussi les choses sous un autre pays, une autre manière de faire, qui est totalement différente de la nôtre. J'espère que j'aurai répondu au maximum de vos questions. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, je reste toujours disponible via Insta. N'oubliez pas que je suis aussi sur Twitch quand on se fait un petit peu de séance gaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao ciao, prenez soin de vous.